des conseils qui pourraient vous être utiles. Et puis pourquoi pas aussi de lancer des débats sur justement le moment d'échange qu'on aura juste après, hein, en partageant vos trucs et astuces avec nous ou entre vous. Donc voilà, c'est l'idée de cette session. Tout à fait. Donc voilà, bon, globalement, quelques éléments. Surtout, le point que l'on a vraiment tenu à maintenir lors de cette session, c'est le fait que vous aurez un QR code. Donc, vous n'avez pas besoin de tout vous souvenir. En fait, on a un QR code avec les liens utiles qui représentent chacun des sujets qui seront abordés cet après-midi, sur cette fin d'après-midi. Et donc, vous n'avez plus qu'à scanner ça. Vous avez cette page qui sera à disposition aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc, c'est parfait. Et d'ailleurs, merci à Vincent qui, en plus de faire des super sessions, nous a filé un coup de main sur celle-ci. Donc, un grand merci. Mais il n'y a rien qui fait qui n'est pas super. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Alors, j'ai mis en place quelque chose pour vous dire, c'est easy as 1, 2, 3. OK. Donc, c'est pas compliqué. Concrètement, on apprend, on découvre et on passe un bon moment. Je suis allé trop vite, j'ai cliqué 2 fois, mais vous avez compris la logique. Donc, pour chacun des tips, on va essayer d'avoir ces 3 étapes qui vont arriver. Si vous avez vu le 3e, vous avez gagné un autocollant. Ils sont juste là. Ah bah si tu... je suis trop généreux. Donc oui, bon alors, une thématique qu'on a abordée rapidement en passant et volontairement tout à l'heure lorsqu'on présentait avec Mathieu, autour des comptes administrateurs. Alors j'ai même eu une conversation tout à l'heure pendant la pause déjeuner sur des comptes administrateurs. On a parlé de l'élévation de privilèges. Bon, c'est voilà, avec les différentes démonstrations qu'il y a eu tout au long de la journée, on a compris de quoi il s'agissait. Mais là, la thématique va plutôt tourner autour du Local Admin Password Solution en anglais, LAPS, hein, pour faire court, je pense que ça sera plus simple. Et vous le savez, maintenant, c'est pleinement intégré dans Jamf. Dans Jamf Pro. Je vais vous montrer rapidement ici comment on fait pour configurer ça. Donc, vous voyez, on va aller dans la partie User Initiated Enrollment. Alors, désolé, j'ai mis l'instance en anglais. Je m'en suis rendu compte après les vidéos, mais... Je l'ai fait aussi pour une de mes photos. Bon, ça me rassure, tu n'es pas le seul. Donc, il faut qu'il y ait une création de compte admin qui soit faite ici. Et puis, après, vous avez dans la partie sécurité tout ce qu'il faut pour venir finir cette activation pour, en fait, avoir la cohabitation entre le mot de passe MDM et le mot de passe Jamf, puisqu'en fait, vous avez dans ce laps 2 possibilités en termes de comptes admin qui peuvent être regroupés dans le laps. Voilà. Et puis après, ça vous permet de voir donc, dans le pre-stage, si mes gros doigts me le permettent, d'aller voir justement où est-ce qu'on en est. Et donc, dans la création, vous voyez ici qu'on crée un compte local. Donc là, vous allez définir cette fois-ci le MDM admin, hein, avec un mot de passe, pourquoi pas. Bon, de toute manière, là n'est pas le problème puisque la rotation sera effectuée par la suite. Hein. Et puis, vous voyez que là, je crée un utilisateur en mode administrateur, mais c'est une évidence. Voilà, pour ce qui est de ça. Et puis après, donc une fois que c'est actif, je peux aller dans l'inventaire et dans la partie générale, vous voyez qu'on a accès ici au compte et mot de passe. Donc, on retrouve celui du binaire Jamf ici et qui va pouvoir donc être affiché et copié-collé. Et donc après, évidemment, il faut avoir les logs, hein, puisque on a un admin on a accédé à ce mot de passe admin qui a fait quoi. Et donc, vous voyez que dans l'historique, vous pouvez retrouver directement, on voit les 2 dernières actions. J'avais fait des tests un tout petit peu avant d'enregistrer la vidéo. Et vous voyez donc les derniers moments en fait, où j'ai pu accéder comme ça au laps. Donc, une bonne manière d'augmenter la sécurité. Je pense que c'est d'ailleurs ce que j'ai dû mettre. Je ne vais pas cliquer trop vite. Non, c'est bon. Voilà. Il y a une rotation automatique, ça renforce la sécurité évidemment, et puis donc il y a l'intégration avec l'API pour pouvoir permettre justement cette facilité d'utilisation, parce que d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Laurent, un Labs avait fait son apparition d'abord dans l'API, hein, avant d'arriver... Au tout début, les seuls moyens de l'activer et d'accéder au mot de passe, c'était via l'API. Je te passe, tu me passes première fois la baguette magique, exactement. Et donc, on va discuter maintenant d'un certain nombre. Alors, c'est un regroupement de trucs et astuces, puisque je vais vous parler d'attributs d'extension. Je pense que vous connaissez tous les attributs d'extension. Je vais vous en présenter quelques-uns que moi, j'ai été amené à créer à la demande. Ah, merci. Le top 5. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le top 5. En tout cas, c'en est certain que j'ai... C'est le top 5 du jour, c'est pas grave. Ouais, voilà. On t'en voudra pas, Laurent, t'inquiète pas. Le top 5 des 5 attributs d'extension que je vais vous montrer. Ils ne sont pas classés par ordre de préférence. Donc voilà, c'est des choses que j'ai été amené à créer par le monde de certains de mes clients.
et que je me suis dit que j'allais vous montrer. Et le premier, c'était faire la liste des admins, des comptes admins d'un poste, pour l'avoir de manière regroupée plus facilement. C'était une demande d'un client. Je n'ai toujours pas bien compris pourquoi il voulait celui-là, mais il me l'a demandé. Donc j'ai dit, tiens, peut-être que lui, il avait un intérêt. Donc je vais le montrer. Et donc, on voit ici, sur le poste sur lequel j'ai fait l'exemple, il y a 4 admins. Alors, il y a route. J'ai une version, vous le verrez, vous pouvez télécharger la tribu d'extension. Dans la tribu d'extension, j'ai une version avec ou sans route, si vous le voulez ou pas l'afficher, parce que a priori, il sera toujours là, lui. Et donc voilà, pour ceux qui veulent, ne vous inquiétez pas, il est totalement téléchargeable, c'est pas la peine de faire des photos. Pas de photos. Voilà la tribu d'extension que j'utilise, donc avec la commande DSCL qui va aller lire les membres du groupe admin. Et donc la version sans route, avec ou sans, au choix. Dérivé de cette liste des admins, peut-être plus utile en fait, c'est le nombre d'admins présents sur un poste, pour voir si justement il y en a plus que prévu. Attention, ne te blesse pas quand même. Oui, je ne voudrais pas casser le matériel. Aussi. Donc voir s'il y en a plus que le nombre initialement prévu sur un poste, voir s'il y en a qui ont été créés par un utilisateur en douce sans vous prévenir, parce que pourquoi pas, hein. Donc là, on va pouvoir faire le compte de ces admins et voici, dérivé du précédent, l'attribut d'extension qui est utilisé avec cette fois-ci, on rajoute le compte des mots, en fait. Chaque nom d'admin est un mot. Donc voilà, et toujours la version avec ou sans route, comme vous préférez. Autre demande que l'on m'avait fait, c'est calculer l'uptime d'un poste. Alors l'uptime, vous connaissez sûrement la commande uptime. Vous connaissez le résultat de la commande uptime, dont l'affichage peut varier en fonction de si ça fait moins d'un jour ou plus d'un jour, ou des choses comme ça, qui n'est pas facile à parser. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire. C'est un peu une tannée. Moi, j'ai pris une route un peu différente. J'ai dit un chiffre, qu'est-ce qui est le plus facile à manipuler quand on veut faire des calculs, c'est les chiffres. Quand c'est écrit 7 days, 4 hours, 3 minutes, 20 seconds, c'est toujours comme pénible. Donc, je transforme l'uptime de ma machine en nombre de secondes. Et après, je vais pouvoir dire, tiens, je vais pouvoir ranger dans un groupe toutes les machines qui n'ont pas redémarré depuis X jours. Il suffit que je multiplie le nombre de jours par le nombre de secondes dans une journée qui est de... Alors, on l'a refait. Qui est de 86 400. Merci beaucoup. Excellent. Je le dis. Je fais ce que je dis. Non, celui-là, c'est moi qui le donne. Il a beaucoup plus de valeur. Donc, vous pouvez calculer ça et avoir votre smart group qui va vous dire, tiens, voilà toutes les machines qui n'ont pas redémarré depuis 6 mois, par exemple. Ça fait beaucoup plus que 86 400. Et pourquoi 6 mois? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été mis à jour depuis un bout de temps, en fait. Donc, voilà le code que j'utilise. On s'accroche un peu, on calcule la date du jour, la date du moment. On va rechercher au niveau du système le boot time qui nous est fourni ici. On fait un petit calcul, on fait une soustraction et on obtient un résultat en nombre de secondes. Les secondes, ce n'est pas facile à lire pour un être humain, c'est super pratique pour faire des calculs. Voilà. Mais ce n'est pas facile à lire. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais alors? Du coup, j'ai fait une deuxième version, cette fois-ci, le Human Readable, et en français. Parce que sinon, il entend en anglais, c'est pas drôle. Donc là, cette fois-ci, j'ai 13 jours, 8 heures, 17 minutes et 20 secondes. Il y a une version en anglais dans l'extension attribute, vous le verrez. Vous pouvez switcher entre les deux. Vous pouvez même faire votre propre version dans la langue qui vous fait plaisir. Il suffit de traduire un certain nombre de variables et c'est tout. Et je pars toujours de la version en secondes et après, je fais des calculs. Je n'essaye pas de parser la date parce que c'est une tannée. Le code est un peu plus long. Et c'est parce qu'il y a ma partie version française, version anglaise, c'est pour ça. On pourrait s'en passer, on pourrait le réduire un peu. Mais on fait toujours un certain nombre de calculs basés sur l'information qu'on a récupérée. Un petit dernier, vous en avez peut-être déjà entendu parler, j'en ai fait plusieurs fois, c'est la compatibilité avec une version d'OS donnée. macOS Sequoia, macOS Sonoma, j'en ai publié un certain nombre. Et donc, comme vous savez, la compatibilité dépend du type de machine, de l'espace disque, d'un certain nombre de choses. Donc, j'avais fait un extension attribute. Je
ça depuis quelques années, pour chaque version de macOS Sequoia, avec petite particularité, tiens, j'ai fait une faute de frappe, c'est un M minuscule. On va corriger, oui, on corrigera au montage. Oui. Exactement. Avec une petite particularité, c'est de vous dire que la machine n'est pas compatible si vous êtes déjà en Sequoia. C'est un switch que vous pouvez faire dans l'attribut d'extension. Pourquoi je dis ça? Parce que s'il est déjà en Sequoia et que je veux utiliser ce smart group pour calculer les machines qui doivent monter en Sequoia, ça ne sert à rien que je mette celles qui sont déjà en Sequoia, par exemple. C'était ça mon idée. Vous pouvez le modifier, vous verrez, c'est dans le code. Le code, encore une fois, il est un peu court, donc ça va. C'est bien documenté, il est commenté. Un petit peu plus haut, il y a un endroit où ça dit yes, no, si on veut afficher, quand la machine est déjà en Sequoia, si on veut afficher true or false. Donc voilà, quelques exemples plus ou moins longs de ce que l'on peut faire. La difficulté sur celui-là, c'est toujours les modèles de version et ainsi de suite. Oui, c'est ce que je voyais là. Et ça va devenir une tannée parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'identifiant d'ordinateur, avant on avait MacBook, MacBook Pro, iMac, maintenant c'est tous Mac. Oui. C'est un changement qui est arrivé à l'automne dernier, ça, ouais. C'est arrivé avec les Mac Studio. Ouais. Les premiers, c'était les Mac Mac Studio. Studio. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Mais maintenant, ils sont tous Mac quelque chose, un identifiant numérique. Oui, avec un numéro derrière, ouais. Avant, on voyait, c'était iMac, iMac Pro, Mac Mini. Alors, iMac Pro, c'est le plus facile, il n'en a eu qu'un, lui. Oui, c'est vrai. Tiens, puisque je suis de ce côté de la table, je te rends les commandes. Donc, bref, vous avez compris notre résumé en 3 étapes. Les extension attributes, ils sont personnalisés aux besoins, finalement. Voilà, de ce que... Je dis toujours, vous avez un besoin dans l'inventaire, vous pouvez sûrement le résoudre avec un extension attribute. Oui, ça c'est... Plus ou moins facile, mais il y a souvent un moyen de dire « Ah, ça serait très bien si Jamf mettait cette information ultra tordue que je dois être le seul à utiliser dans le monde. » Bon, je vais le faire alors. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, puis après, ça permet justement une gestion dynamique parce qu'il y a les smart groups notamment. Donc c'est essentiel. Et puis la Jamf Nation qui est une bonne source pour les différents extension attributes et autres scripts potentiellement quand on plonge un petit peu plus loin en se basant pourquoi pas sur tout ou partie d'un extension attribute ou d'un attribut d'extension. Un IA. Un IA aussi, oui. Alors, on a vu, d'ailleurs, vous l'avez vécu d'une certaine manière, l'idée d'offrir une expérience encore plus personnalisée aux différents utilisateurs. Et comment ça va se passer? Eh bien, donc, c'est ce qu'on appelle l'enrollment customization. Alors, c'est pareil, désolé, je garde des terminologies en anglais, c'est un défaut. Mais donc, comment ça se passe du côté de Jamf Pro? Pourquoi je vous dis que vous l'avez vu? Parce que tout à l'heure, lorsque vous étiez dans l'expérience Jamf, vous avez signé une charte, vous avez accepté une charte. C'est typiquement là qu'on va pouvoir réaliser ça. Donc, cette configuration, pareillement, elle va avoir lieu dans les settings. Il y a carrément une partie réglage qui est dédiée à l'enrollment customization. Vous voyez que vous pouvez, donc moi je me suis basé sur une identification avec Entra, puisque donc j'ai utilisé mon instance Entra, j'ai configuré celle-ci. Et puis après, j'ai pu rajouter donc différents panneaux. Un pour dire bienvenue à la personne, un autre pour l'inviter à signer la charte informatique. Et donc vous voyez ici qu'on peut même, pourquoi pas, si on le souhaite, passer des informations, et donc c'est ce qui est le cas dans l'expérience Jamf, de cet enrollment customization, puisque l'utilisateur va finalement s'identifier une première fois à Jamf Connect pour la création du compte local. Donc ça lui évite d'avoir une redondance, ça peut taper plusieurs fois tout ça. Et donc vous voyez ensuite la partie branding que j'ai fait aux couleurs du Jamf Nation Meetup ici, qui va permettre sur les 3 plateformes, le Mac, l'iPhone ou l'iPad, d'avoir vraiment une expérience qui sera aux couleurs de l'entreprise, plus chaleureuse. Je dis souvent que ça donne aussi un côté un peu de l'impression à l'utilisateur que l'appareil lui appartient plus, puisque finalement, il est dans un environnement qui est familier, on a pris soin de lui, on n'est pas juste dans des configurations un peu génériques finalement qu'on pourrait trouver dans macOS. Et donc, vous voyez après qu'il va falloir, c'est ce que je faisais ici dans le pre-stage enrollment, donc l'avant-inscription, évidemment déterminer qu'on va rajouter cette customisation lors de la configuration. Alors, comment ça se passe? Alors, du coup, j'ai fait comme Mathieu tout à l'heure, j'ai filmé l'inscription que j'ai faite depuis un iPad. Donc, on est au moment de la configuration.
Et donc, tout simplement, je vais choisir ma région. Bon, ça, il y a rien d'exclusif, évidemment, la langue. On va se connecter au réseau Wi-Fi une fois que ça sera activé, que le changement de langue sera effectif. Voilà, et la forme d'adresse, évidemment. Quelques éléments de réglage qui sont auparavant. Voilà. Une fois qu'on est... Oui, je me suis dit que c'était pas très intéressant de me voir taper un mot de passe Wi-Fi. Donc là, on arrive précisément donc, sur la partie personnalisée. Vous voyez, donc, il retrouve vraiment pleinement les couleurs du Jamf Nation Meetup. Pourquoi pas la charte informatique qu'on aura pu valider ou pas. Les boutons, vous le savez, hein, sont personnalisables aussi. Donc là aussi, ça va dans le bon sens. Et puis, lorsqu'on est connecté, oui, tu as vu, c'est magique, je tape hyper vite. Et donc là, l'inscription va pouvoir commencer. Et à la fin de celle-ci, eh bien, la configuration classique se poursuit avec l'installation des applications, etc., etc. Donc on est vraiment dans une expérience qui est guidée pour l'utilisateur. Il se sent en confiance et ça lui permet d'avoir, comme j'ai dit, de l'informer, et lui de s'authentifier et de se dire, OK, c'est un process qui est quand même assez simple et assez facile à mettre en place. Et puis, on peut prolonger un peu cette expérience. C'est pareil, vous l'avez vu avec macOS Onboarding, puisque du coup, là, sur Mac, puisque l'enrollment customization, je vous l'ai montré sur l'iPad, mais là, c'est sur le Mac. Avec macOS Onboarding, on va informer l'utilisateur de l'état d'avancement de son déploiement. Donc ça, c'est exclusif au Mac, du fait de son nom, hein, ça paraît assez logique. Mais pour le coup, voilà, ça permet à l'utilisateur d'avoir plus d'autonomie. Les 3 points, personnalisation totale, fonctionne avec le SSO et donc un onboarding, une expérience d'onboarding qui va être encore plus complète. À toi, Laurent. Merci. Je t'en prie. Allez, vous souhaitez accéder aux nouveautés dans Jamfro, ces nouveautés dont Julien et Mathieu vous ont parlé ce matin, les blueprints, l'intelligence artificielle, la conformité, tout à fait. Ouais. Alors, ce qu'ils ont oublié de vous dire, petit malin. C'était un peu fait exprès quand même. Trop pour pas te scier la branche. C'est que ces nouveautés vont être soumises à une condition qui est l'admin SSO. Qui a déjà entendu ce terme? Tout nouveau, tout beau. Merci. Ouais. À moitié. Hein, pas jusqu'à à moitié. Donc l'admin SSO, c'est quelque chose qui va se configurer. On a fait démarrer trop vite. Qui va se configurer dans votre compte Jamf. Non, c'est bon. Merci. Voilà. Donc merci encore Vincent. On applaudit Vincent. Ouais. C'est la star du jour. Merci encore. J'appuie pour que ça démarre. Faut que tu relances, je pense. Ouais. Yes. Donc ça va se configurer dans votre compte Jamf. Ça ne se configure pas encore dans votre Jamfro. Ça va se configurer dans votre compte Jamf. Vous allez pouvoir ajouter une authentification SSO, Single Sign-On, avec OIDC. Par rapport à, donc ici on voit il y a un domaine qui a été ajouté et on va pouvoir ajouter maintenant les informations de configuration. Donc on prend en charge Okta, Entra, il y a des documentations pour chacun des IDP. Là maintenant Vincent nous montre que quand c'est configuré, il se déconnecte de son compte Jamfro et il va cette fois-ci non pas se connecter avec un nom et un mot de passe, mais on a détecté, voilà, il va pouvoir dire je veux aller avec mon IDP, hop, et là. Oui. Non, c'est une autre. Ouais. Parce que comme ça te permet d'avoir des utilisateurs différents, ceux qui peuvent accéder à ton compte Jamfro ou pas. Voilà. Et là, il va maintenant sur son Jamfro, qu'il a retrouvé dans ses produits, et on voit qu'il est connecté cette fois-ci en tant que vbonin@jamfdefo.it. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut rajouter côté compte Jamfro. Ça vous permettra de configurer le SSO pour Jamf Pro, pour Jamf Protect. Et Security Cloud arrive, je crois. Security, oui, ouais. Tout à fait. Donc les plateformes d'administration principales. Côté Jamf, côté Jamfro, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc là, on se connecte. Pour l'instant, on n'a pas encore activé le SSO en fait. Donc on se connecte avec son admin habituel. On va dans les réglages. On va aller dans la partie Single Sign-On. On a fait un festival sur l'onglet aujourd'hui. On va activer l'authentification SSO que vous connaissez peut-être déjà, mais elle a un petit peu changé depuis la 11.13 parce que maintenant, vous avez 2 sections. Vous avez la partie Jamf Account en OIDC et vous aurez juste en dessous, on le verra, la partie SAML qui reste, elle, vraie pour l'authentification de vos utilisateurs, notamment pour la personnalisation d'enrôlement dont parlait Julien juste avant. Donc, vous allez avoir d'un côté les admins qui vont s'authentifier avec la partie admin SSO
donc liés à votre compte Jamfro, et les utilisateurs finaux, eux, vont utiliser l'application habituelle dans Entra ou autre que vous aviez déjà. Donc c'est une séparation en deux. Donc vous avez deux SSO en fait techniquement. Voilà, et on refait login. Pouf, pouf, pouf. On tape son petit nom. Et magie. C'est beau. Il faut timer. Hein. C'est un art, c'est un art. C'est un métier. Alors, dans les avantages que l'on peut citer, l'intégration à tous les nouveaux services. Donc, je rappelle, hein, si vous n'avez pas l'admin SSO, pas de blueprints, pas d'intelligence artificielle, je suis à toi dans 30 secondes, et pas de conformité. Hein. Une sécurité améliorée de toute façon dès qu'on fait du SSO, et c'est déjà disponible. Xavier avait une question. Non, tu vas avoir le compte, le SSO que tu as configuré dans ton compte Jamfro, c'est du SAML. Tu vas l'avoir toujours, il va rester. Ils peuvent toujours passer, mais si tu veux profiter des nouveautés, il faudra que tu ajoutes en plus la liaison entre ton compte Jamfro en SSO, qui est en OIDC, et la partie, il faudra revenir en arrière dans la vidéo, mais la partie Jamf Account dans tes réglages, c'est nouveau avec la 11.13, hein, donc tu l'as peut-être pas encore vu, parce que c'est pas un réglage dans lequel on passe sa vie en général, on y va une fois, on le configure, ça. On prend bien en note, on n'oublie pas la login, l'URL de Failover, parce que je rappelle que maintenant elle est randomisée, hein, donc on la copie bien avant de faire quoi que ce soit, on la garde précieusement, on l'écrit sur les murs de son salon, et après on teste. Je pensais qu'il faudrait que je vérifie ce que j'ai fait de la mienne. Si tu l'as créé il y a longtemps, tu as toujours, t'as toujours le point d'interrogation Failover. On t'en a pas mis une aléatoire automatiquement. Donc si vous avez configuré, tiens, astuce supplémentaire, si vous avez configuré le SSO il y a longtemps, ne me demandez pas combien de temps ça fait longtemps, c'est longtemps. Plus de 2 ans, je dirais. Votre URL de Failover est restée telle qu'elle a toujours été, c'est-à-dire juste le point d'interrogation Failover. Vous pouvez aller dans les réglages et dire je veux la rendre aléatoire. Okay. On ne le fait pas par défaut pour vous parce qu'on ne veut pas vous scier la branche. Alors on peut la récupérer en API, et ainsi de suite, mais on ne veut pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. C'est à vous de faire une action, mais si vous voulez la rendre aléatoire, n'hésitez pas à le faire, mais pensez bien à la noter. J'en profite, quelque chose qui me revient à l'esprit. Nous avons un des participants qui a perdu un câble de charge Apple Watch tout à l'heure. Donc si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à nous le ramener, s'il vous plaît. Oui. Désolé, j'ai encore une question. Du coup, si je configure les deux SSO avec donc la partie Jamf Pro et sur mon Entra, avec le même compte, il va privilégier d'abord l'authentification via Jamf Pro ou Alors en fait, via Entra ? on va avoir les deux configurés. L'authentification pour Jamf Pro va se faire avec l'OIDC, donc le compte admin SSO. Oui. Et tout ce qui est autre authentification, par exemple pour l'inscription, mais là, ça va se faire avec le compte. Pour utiliser le même compte ? Oui, ça peut être le même compte. Oui. Et du coup, comment est-ce qu'en utilisant mon compte, qu'est-ce qu'il va faire qu'il va aller plutôt taper directement dans le type Entra ? d'authentification qu'on va faire. Ouais. C'est-à-dire que si je vais sur la page de login de Jamfro et que je veux me connecter à l'interface d'admin, là, c'est l'OIDC. Si par contre, je suis sur l'inscription d'une machine, soit en enrôlement utilisateur, donc via la page web, ou pendant un enrôlement automatisé via DEP, ex-DEP, voilà. Là, ça va être l'authentification SAML, donc l'ancienne SSO, en fait. Okay. Tout compris, mais en fait, ça va quand être je me connecte sur l'interface d'admin, là, ça va être l'admin, ça va être uniquement l'admin. Donc uniquement l'admin SSO. Et que mes techniciens qui vont se connecter aussi sur la même interface. Il faudra qu'ils soient déclarés dans l'admin SSO. Oui. Ça, on ne l'a pas vu, mais il y a un endroit où on peut déclarer les utilisateurs aussi. J'avais cru que c'était les techniciens avaient eu accès via le SSO Entra ID et les tout admins. Tout ce qui a accès à l'interface d'admin, c'est l'admin SSO. En fait, c'est vrai que ce qui n'est pas montré ici, c'est une excellente question. Dans le Jamf Account, il y a une personne qui va être en charge de l'organisation. Voilà. Cette personne peut donc déclarer le SSO, l'accès SSO, et ensuite ajouter telle ou telle personne en disant telle personne va pouvoir. Il faudra qu'elle soit aussi dans Jamf, identifiée. Et du coup, on verra ses accès dans les groupes utilisateurs, dans Jamf. D'accord. Oui, tout à fait. Ouais. Ça ne change pas. Ça, oui, ça cette partie. Et il y aura à déclarer en plus ses utilisateurs côté Jamf, Jamf Account.
Ok, Oui, j'ai compte compris. Jamf. Donc il faut qu'ils aient bien leur compte. Il y a un enchaînement. Oui, c'est ça. Mais le process est relativement bien expliqué. Après, il ne faut pas hésiter à nous poser la question ou à vos partenaires éventuellement pour obtenir des réponses sur cette partie-là. Donc on continue. On parle plutôt sécurité cette fois-ci. Ça sert à rien, Zap. Ça sert quand même un petit peu. Dans le cas d'usage qui nous concerne, on est sur du filtrage de contenu. Ici, on a pris un cas d'école maintenant avec les paris. Donc, vous savez que Jamf Protect maintenant est compatible avec le mobile. Hein, c'est plus juste un produit qui est fait pour le Mac. Et donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de faire du filtrage de contenu sur tous vos appareils. Donc, c'était un rappel. Alors, c'est pas très compliqué, j'ai envie de dire, à configurer d'un côté, hein, puisque ça va dépendre de l'application Jamf Trust. Un petit peu plus tard de Self-Service Plus pour ce qui est la partie mobile. Mais l'idée, c'était de vous rappeler justement ce fondamental et de dire oui, vous pouvez bien filtrer le contenu et vous assurer du type de contenu auquel vos collaborateurs vont pouvoir accéder. Et puis évidemment, un autre point important, c'est de stopper les menaces. Donc ça va être les menaces liées au phishing, au spam, au cryptojacking potentiellement. On voit le cas ici d'un message qui arrive sur Teams. Ça pourrait être un SMS, peu importe là où on va recevoir ce lien malicieux. Cliquez dessus et lorsqu'on clique dessus, automatiquement, l'intelligence artificielle de Jamf, Myriam, va identifier ce lien comme étant un lien de phishing en s'appuyant sur une analyse concrètement à la fois de la base de données déjà existante de phishing, de plusieurs éléments, de plusieurs facteurs, pouvoir bloquer ça avec les notifications qui vont bien, encore une fois là sur Jamf Trust. Si on est sur le Mac, vous le savez maintenant, donc ça passera ces alertes dans Self-Service Plus. Il faut toujours se méfier de ce que les yeux affichent. Oui, on ne sait jamais. Donc, protection optimale, sécurité renforcée, expérience utilisateur préservée, parce que oui, c'est un élément important à double titre. C'est-à-dire que l'utilisateur, au moins c'est clair, il est au courant de ce qu'il peut faire ou pas, hein, en fonction de la politique plus ou moins restrictive que vous pouvez adopter, évidemment. L'autre point, son expérience, elle est préservée parce que Jamf Protect agit de manière discrète, c'est-à-dire que ça ne va pas faire chauffer l'appareil, ça ne va pas augmenter la consommation de batterie, donc on est sur quelque chose qui permet finalement d'utiliser son appareil de manière tout à fait naturelle. Donc vraiment à l'avantage de vos utilisateurs. Cette protection de Jamf Protect, donc à la fois sur le filtrage et aussi sur la protection. Je n'ai pas mentionné la partie gestion de la data, mais c'est un élément qu'on peut faire aussi. Donc si vous avez des utilisateurs notamment qui se déplacent hors de l'Union européenne, parce que ce qui nous concerne pour l'instant en Union européenne, on est quand même plutôt avantagé avec ce fair use qu'on a dans les autres pays. Mais c'est une possibilité évidemment qui est ici présente. L'accès sécurisé, alors on a parlé pas mal de ZTNA, mais le ZTNA il est aussi évidemment disponible en mobilité, hein. Donc si je veux accéder à mes ressources, il faut que l'application de Jamf Trust soit active et par conséquent je vais pouvoir avoir accès donc à mes ressources dans un deuxième temps. Donc là c'est exactement ce que l'on voit avec évidemment le SSO. Donc tous les workflows qu'on a pu voir au cours de la journée évidemment s'appliquent à la fois en mobilité comme il s'applique sur plutôt un ordinateur, que ce soit de bureau ou pas d'ailleurs, hein. Évidemment, on ne va pas faire de distinction sur cette partie-là. Tout ça, on a parlé de Trusted Access pas mal au long de la journée, hein. Vous savez, ce concept de Jamf qui regroupe les 3 produits phares de Jamf. Mais évidemment, là, on est dans... Ah bah bravo. oui, du coup, on a une bonne raison de ne pas pouvoir accéder aux ressources. Hein, donc surtout après les périodes de mise à jour. Bon, iOS 12, je vois pas le problème. Moi non plus. Ça me paraît bizarre, mais bon. J'ai toujours du mal à croire qu'on en soit aussi loin dans les versions d'iOS. Maintenant, ça paraît un peu surréaliste, mais c'est la réalité. Voilà, donc l'accès aux données, c'est important. C'est un moyen, pour résumer tout ça rapidement, si ça veut bien s'afficher, voilà, d'avoir une évaluation continue des risques, puisque ça, c'est ce qui va parfois être plus compliqué. On verra justement quand je parlais de Microsoft tout à l'heure. Le contrôle d'accès qui est lié à l'identité, donc c'est aussi pour ça, et on en discutait d'ailleurs à midi tout à l'heure, que c'est inclus dans un produit d'identité, parce que c'est parce qu'on sait qui on a en face de nous, hein, peu importe les différents moyens d'authentification qu'on choisira, que ce soit une YubiKey comme nous montrait Mathieu ce matin, un mot de passe plus classique, on sait qui est l'utilisateur qu'on a en face, donc on peut lui donner ses accès. Et puis il y a une intégration parfaite, vous l'avez vu tout à l'heure, avec la conformité, le modèle de conformité des appareils de Microsoft. On y reviendra dans quelques instants. Évidemment, ça parle de certificat, tu me Bah oui, voilà, je te laisse par devant, vas-y. Donc, déployer des certificats en toute simplicité, mais ça, c'est ce que je dis depuis des années. Les certificats, c'est simple, n'en ayez pas peur. Ils ne mordent pas.
Ils sont très amicaux, ils sont juste super sélectifs. Et moi, pendant des années, j'ai construit ma renommée sur comment installer à la DCS Connector en mode entrant. Et depuis, ils ont fait la version en sortie. Donc voilà, je n'aurai plus de travail. Non, grande nouveauté d'ADCS Connector 2, on l'attendait depuis très longtemps. La possibilité d'avoir cette fois-ci non plus uniquement un mode inbound, c'est-à-dire Jamf vient se connecter au connecteur pour lui demander des certificats, mais cette fois-ci, il y a un mode outbound, c'est le connecteur qui parle avec Jamf. Donc plus besoin de prévoir un FQDN, plus besoin de prévoir une entrée dans votre réseau depuis l'instance Jamf Pro. Tout se fait en sortie. On va utiliser une authentification cette fois-ci avec un rôle API qu'on définira dans le Jamf, d'où le besoin d'avoir ici à fournir le client ID du rôle API qui est à définir. Tout ça, c'est dans la documentation. Donc, une gestion un peu plus simple. Et côté serveur Windows, vous n'aurez plus un AAS qui va se mettre en route. C'est uniquement un service en fait qui va tourner. Vous le verrez dans vos services Windows. Et on peut en avoir plusieurs en plus si on veut s'amuser. Alors, comment ça fonctionne? Très bien, comme disait l'autre. Les parties en présence, le Mac ou l'iPhone ou l'appareil de l'utilisateur final en bas, votre serveur Jamf Pro, le connecteur ADCS qui du coup n'a plus forcément besoin d'être en DMZ. Vous pouvez même le mettre sur votre LAN s'il a le droit de parler avec l'extérieur. Il n'y a que lui qui va parler, on ne rentre pas. Et enfin, votre autorité de certification ADCS. Donc, côté Jamf, on fait un profil, tout ça, ça va générer une requête de certificat, une CSR, Certificate Signing Request. Le connecteur à intervalles réguliers, alors quand je dis intervalles réguliers, c'est toutes les 10 secondes. C'est très régulier. Ouais. C'est très régulier. Demande à Jamf, est-ce que tu as du boulot pour moi? En fait, il est très content de travailler, donc il va dire, hey, tu as des choses pour moi, tu as des choses pour moi. C'est quand qu'on arrive? Ça, ouais. Du coup, Jamf va lui transférer la requête, enfin, en réponse, va lui dire, tiens, il y a ça à faire, bosse un peu. Le connecteur va lui, comme avant, se connecter à la PKI pour dire, voilà, il me faudrait un certificat avec telle et telle caractéristique en utilisant tel ou tel modèle de certificat. La PKI va le fabriquer, le connecteur va le récupérer, youhou. Et cette fois-ci, on n'a plus besoin d'attendre que Jamf revienne le chercher, puisque on va lui envoyer. Pouf, pouf, pouf. Et Jamf Pro, quand il va recevoir ça, il dit « Ok, ça c'était le certificat que j'ai demandé pour Julien, donc je vais l'emballer tout ça dans un joli profil de configuration et le déployer sur son poste, et magie, il a un certificat. » Vous voyez que c'est simple. Dit comme ça, c'est ça. En fait, la DCS Connector, il peut demander à peu près tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'on veut. La seule chose qu'il ne peut pas demander, c'est qu'un certificat soit lié à l'utilisateur dans votre AD. Donc, s'il y a besoin que ça soit, notamment, c'est par exemple si on pense au SMIME. Au SMIME qui est utilisé pour le chiffrement des mails. Là, on a besoin que le certificat soit lié à l'identité dans l'AD pour qu'Exchange puisse le lire, pour le propager aux autres utilisateurs, pour qu'ils puissent vous envoyer des mails chiffrés. Là, on ne peut pas le faire parce que tous les certificats, en fait, demandés par le connecteur le sont par défaut la machine qui héberge le connecteur avec son compte machine. Donc, ils seraient tous liés à la même entité dans votre AD. Ce n'est pas super pratique. Mais si vous avez besoin de générer un certificat qui contient comme information le nom de l'utilisateur pour pouvoir après vous authentifier en Wi-Fi, que vous n'avez pas besoin que ce certificat soit lié à l'identité de l'utilisateur dans votre AD, il n'y a aucun problème depuis le début. J'étais peut-être un peu vite, je suis désolé. Je vois Amélie qui dirige vers moi, je pense, pour nous dire qu'il va bientôt falloir qu'on termine. Oui. Donc je me dépêche. On y arrive. Les 3 points, simplification de l'installation. Puisque avant il fallait demander tout un tas de choses. Maintenant, c'est une machine, on l'installe, boum, ça discute avec Jamf. Si vous avez besoin de lier ce connecteur à plusieurs Jamf Pro, il va falloir en fait déployer le connecteur plusieurs fois pour qu'il apparaisse plusieurs fois en tant que service. C'est écrit dans la doc, il y a un moyen de le renommer parce que sinon il va demander à écraser le premier, mais il y a moyen de le nommer différemment. Authentification par un token entre le connecteur et Jamf Pro qu'on crée dans l'API. Et donc, voilà, un serveur pour plusieurs Jamf Pro. Je vais un peu vite parfois, mais ça, c'est mon cerveau qui, des fois, mélange les choses. À toi, mon ami. Pas de souci. Et bien donc, pour poursuivre justement sur les sujets de Microsoft que j'abordais il y a quelques instants, vous pouvez être amené à utiliser les outils de sécurité. Alors,
une terminologie un peu générale, mais l'idée, c'était surtout de parler de la conformité des appareils pour Mac OS et mobile, donc iPhone ou iPad, et surtout de voir comment ça fonctionne. C'est un schéma qui m'a été partagé par l'un de mes collègues et que je trouve pour le coup très parlant. Donc, vous avez donc les appareils qui vont être ici avec l'agent Jamf, ça veut dire qu'ils sont gérés. D'un autre côté, vous avez Microsoft Intune, puisque vous êtes dans un environnement mixte avec pourquoi pas des PC qui vont cohabiter par ailleurs. L'appareil donc s'enregistre auprès d'Intune via self-service, ça c'est ce qu'on a vu un petit peu plus tôt. L'information va être transmise et du coup, vous l'avez vu, on a besoin de se connecter sur le compagnie portal avec le coup de main de Microsoft Authenticator. Et dans le même temps, donc on voit qu'il y a l'agent Jamf Protect et Jamf Protect NTP qui vont être poussés donc, par le biais de Jamf Trust, évidemment. Le Mac, donc, il est enregistré dans Jamf Protect, c'est ce que vous voyez sur cette branche ici. Il est également enregistré du côté du Security Cloud Portal, donc ce sont les deux pendants de Jamf Protect. Et vous voyez que donc l'information a été transmise par le compagnie portal à Azure ou Entra, comme on va plutôt l'appeler maintenant. Donc il y a un enregistrement qui va être créé. Et tout ça va pouvoir permettre de dire, en tout cas, de dire à Jamf Pro, OK, si tu peux nous dire si l'appareil est conforme ou pas, en fonction de cela, eh bien, on va pouvoir valider l'accès aux ressources de l'entreprise. C'est ce que vous voyez matérialisé ici en vert et en rouge. Et donc ensuite, cette information va être poussée par Jamf Pro à Azure. C'est la grosse différence de ce qu'il y avait auparavant où les calculs de conformité étaient faits plutôt du côté de Microsoft. Maintenant, c'est vraiment Jamf qui s'occupe de ça et qui transmet l'information à Microsoft directement. Gros avantage de ce point de vue-là, c'est que du coup, pour calculer votre conformité, vous disposez de tout l'inventaire de Jamf. Oui. Là où avant, il y avait juste un certain nombre de données d'inventaire qui étaient envoyées à Microsoft qui se basaient là-dessus. Ouais. Là, maintenant, vous avez accès à l'intégralité, y compris vos attributs d'extension. Il y a trop d'admin, t'es plus conforme. L'uptime est supérieur à 10 secondes. Je me suis peut-être trompé dans mon smart group. Clairement, et c'est vrai qu'effectivement, l'un des corollaires de ce nouveau fonctionnement qui a été choisi aussi par Microsoft et qu'on a suivi, c'était qu'avant, on avait la fameuse visibilité dans Intune sur les Macs. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais voilà, c'est dans Entra, mais par contre, c'est plus tout au même endroit comme c'était le cas auparavant. Mais par contre, le bénéfice de ça, c'est tout à fait ce que tu dis, c'est qu'on a accès à l'inventaire complet de l'appareil et donc on s'offre plus de flexibilité, encore une fois, du côté de la gestion. Comment ça se passe rapidement? Bon, je m'en voudrais pas, la capture vidéo est un petit peu plus ancienne, mais l'idée, si le Mac n'est pas conforme, eh bien évidemment, on va bloquer son accès. On va voir ici que l'accès va être refusé. Voilà. Et puis, évidemment, si le Mac est conforme, la même chose en termes de logique. Je vais passer un petit peu plus vite sur ces slides. Vous précisez également qu'on a aussi une intégration entre Jamf Protect et Microsoft Sentinel. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir un workspace pour vos log analytics. Je n'ai pas trouvé de traduction là encore française. Je suis désolé, je rebondis un peu trop là-dessus, mais ce n'était pas facile de bien traduire ça. Mais donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous avez une solution, donc Jamf Protect pour Microsoft Sentinel, qui est dispo sur leur marketplace, qui permet de parfaitement intégrer les deux et donc tranquillement de pouvoir collecter la data et de l'envoyer du côté de Microsoft. Donc, une intégration qui va se faire parfaitement entre les deux produits. Les intégrations avec Microsoft donc, permettent une détection des menaces en temps réel, une visibilité qui va être centralisée malgré tout, on gagne quand même en visibilité, et puis un partage automatisé des données de conformité. Mon cher Laurent. Alors, on va parler d'un petit workflow que j'ai souvent utilisé, qui va combiner en fait deux technologies de Jamf Pro, que vous connaissez sûrement, les règles et policies, et le Jamf App Catalog, le catalogue d'apps Jamf. Vous connaissez sûrement, vous l'avez peut-être déjà vu, on est à 201 applications. Ah, ça, on a passé les 200. Ouais. Hier, quand je me suis connecté, c'était marqué 201. Ah, il y a eu des mises à jour Adobe. Ouais. Donc, un certain nombre d'applications, vous l'avez peut-être testé, utilisé, le catalogue d'apps Jamf, donc qui s'appuie sur une commande MDM de déploiement
pour les packages. Je rappelle que dans le catalogue d'AppsJamf, on fournit tout, le package, les mises à jour et le déploiement automatique. Donc, c'est une solution où vous n'avez rien à faire. Par contre, inconvénient, ça n'est pas compatible avec macOS Onboarding, par exemple. Donc, comment faire? C'est là qu'on va ruser un peu. On va faire d'abord une première installation, cette fois sous forme d'une règle d'installation, donc une policy. Donc, vous allez déployer vers la primo-installation de votre application par ce biais-là, donc soit sous forme d'un package directement, ça bouge normalement, yes. Soit, par exemple, pour ceux qui connaissent en utilisant un outil comme Installometer, qui vous permet de ne pas avoir à déployer le package à chaque fois. Donc là, on fait la primo-installation, c'est une règle, donc on peut la faire au moment choisi, on peut la faire apparaître dans macOS Onboarding ou dans Setup Manager, ceux qui utilisent, ou d'autres produits qui s'appuient sur les règles classiques. Et après, on va passer au catalogue d'AppsJamf, cette fois-ci pour gérer les mises à jour. C'est-à-dire que votre catalogue d'AppsJamf, si vous connaissez, vous savez qu'à un moment, il faut dire quelle est votre cible, et vous avez une cible unique, vous allez faire pour Chrome, par exemple, je vais créer un groupe intelligent, un smart group, Google Chrome déjà installé. Donc c'est lui qui va devenir la cible. Et automatiquement, après, vous allez pouvoir, dans votre catalogue d'AppsJamf, gérer les notifications qui sont faites à l'utilisateur, le délai que vous lui donnez pour effectuer ces mises à jour. S'il n'a pas respecté ce délai, quelle va être l'action? Souvent, c'est quitter l'application et la mettre à jour. Écoute, mon gars, ça fait quand même 28 minutes qu'on te prévient, tu aurais pu le faire. Bon, allez, 7 jours, ok. 7 jours qu'on te prévient, donc ne viens pas te plaindre si Chrome quitte, puisque tu le savais. Et donc, cette fois-ci, c'est le catalogue d'AppsJamf qui va maintenir à jour pour vous. Donc, même pas besoin de prévoir une seconde règle de maintien en mise à jour. Pas besoin de passer par le patch management, la gestion des patchs. C'est le App Catalog qui va prendre cela en charge pour vous. C'est magique. Magie. Tout est magie. Ça bouge? J'ai oublié de le faire bouger. Non, ça bouge pas? Alors attends, est-ce que c'est pas On a ce que cassé. j'ai- Oui. macOS Onboarding pour les prendre en compte? Je ne sais pas. Voilà, j'avais fait une animation pour montrer que ça mettait à jour en permanence. Je ne sais pas. Le fait que ça soit des commandes MDM fait qu'on n'a pas de visibilité exacte sur quand on va être effectuer l'action. Par rapport à une policy, une règle, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit. UPID, UKIDA, on sait si ça s'est bien terminé ou pas. Une commande MDM, elle est envoyée, là, que le Mac la reçoit. C'est OK, je l'ai bien reçu, je fais ça quand j'ai le temps. Ensuite, il le fait. Éventuellement, il me dit bon, en fait, ça, je l'ai fait. Mais entre les deux, il y a un délai. Et du coup, pour le mettre dans un onboarding, c'est compliqué. Et on n'a pas c'est pas déterministe. C'est ça le souci. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si tout le monde avait entendu la question, mais la question, c'est de savoir si ça serait intégré, le catalogue d'AppsJamf, dans le macOS Onboarding. Oui, évidemment. Si elles ne sont pas dans le catalogue d'AppsJamf, là, on retombe sur un scénario plus classique de gestion manuelle. Mais la règle, est-ce qu'elle est valable si on le faisait sur d'autres applications, si on faisait des paquets nous-mêmes? Alors, si on fait des paquets nous-mêmes, là, on va falloir passer par la gestion des correctifs, le patch management. Oui, pour la gestion des correctifs, s'ils y sont présents. Pas forcément pour tous les logiciels. Non, la gestion des correctifs, c'est... oui, s'ils existent aussi. Alors après, là, on peut aller encore plus loin, c'est créer son propre entrée de patch management. OK. Voilà. Ça, c'est l'étape ultime. Je vois. Je sais. Alors, les avantages, on combine un peu le meilleur des deux mondes, puisque vous avez une installation déterminée pour votre inscription, et après, sa vie, et vous vous en occupez plus. Alors, si vous mettez la règle initiale avec un package, il y a de temps en temps, il faut quand même mettre à jour votre package, hein, parce qu'un Chrome 91 aujourd'hui, c'est vieux. L'expérience utilisateur améliorée parce que si vous avez déjà joué un peu avec le Jamf App Catalog, pour la partie mise à jour, vous avez quand même un certain nombre de notifications qui arrivent pour prévenir l'utilisateur de ce qui se passe. Ça peut se mettre à jour en tâche de fond si jamais l'application n'est pas lancée. Et la partie 3, c'est au revoir. Parce que c'était c'était la fin de notre présentation, je crois. Presque. Presque. Oui, il y avait une dernière chose. On a rajouté un dernier tips and tricks, un dernier truc et astuce exceptionnellement pour vous aujourd'hui. Ça ne se reproduira pas. Vas-y. Voilà. Thank you, Micha.